Et quand on dit ça, en fait, ça fait longtemps qu'avec Michel Rocard, depuis 10 ans, on faisait des articles avec Rocard pour dire attention, on va vers une crise comparable à 1929, attention, le niveau de dette est plus important qu'en 1929, donc on a fait des articles là-dessus. Et à chaque fois, on disait il faut convoquer à nouveau Bretton Woods. Mais on disait, donc Bretton Woods, vous savez, c'est 3 semaines de travail d'août 44, donc pendant l'été 44, quand les Alliés voient qu'ils vont gagner la guerre, que les nazis sont en train de reculer, donc on continue évidemment l'offensive militaire, mais ils commencent à réfléchir à quel est le système qui éviterait qu'une crise comme 29 se reproduise, quel est le système économique qui permettrait la stabilité. Donc ils prennent 3 semaines de travail dans un petit village qui s'appelle Bretton Woods, dans les montagnes aux États-Unis. Ils ont le droit de se promener, ils ont le droit de manger, de boire, de rigoler, de s'aérer, mais ils se disent on ne se séparera pas. On prend les meilleures économies de la planète, on prend les chefs d'État, on les met pendant 3 semaines dans le village en disant on ne se sépare pas tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur des nouvelles règles financières et monétaires. Mais avant de prendre, donc c'est 3 semaines de travail, c'est pas un G20 qui dure 3 heures, y compris le déjeuner et la sieste. C'est 3 semaines de travail. On a tous droit à la sieste, je suis bien armé, donc c'est un droit fondamental, mais quand on a un article 5 grave, on peut prendre 3 semaines pour se mettre vraiment au boulot et déboucher sur des propositions concrètes. Mais avant Bretton Woods, le premier acte de la reconstruction, c'est Roosevelt, vous le voyez ici, qui convoque la conférence de Philadelphie. C'est le premier point de la reconstruction, c'est ça qui a permis ces 30 ans de stabilité dans tous nos pays. Et qu'est-ce qu'a dit la conférence de Philadelphie? C'est un texte magnifique, si vous ne le connaissez pas, moi je ne le connaissais pas il y a quelques années, vous le trouvez sur Google. Le travail n'est pas une marchandise. Donc le travail humain, on pourrait du José Bové, mais c'est du Roosevelt, il a trompé. C'est dire que le travail n'est pas une marchandise dont le prix peut s'effondrer, s'il y en a trop, c'est normal que les prix baissent. Vu la dignité du travail humain et puis son importance économique, le salaire c'est pas une charge, c'est ça qui nourrit l'économie, le travail n'est pas une marchandise. La pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. Et donc les chefs d'État qui sont réunis à Philadelphie affirment l'objectif fondamental, c'est le plein emploi. La possibilité d'une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaire, de durée du travail, de salaire minimum. Et puis la page suivante, c'est sur les retraites et sur les gens qui sont malades ou qui sont trop vieux pour travailler, quel est leur revenu. Et donc ça tient en 3 pages, mais c'est très concret. C'est pas juste du pipeau humaniste en disant si tous les hommes et les femmes de bonne volonté se donnaient la main et chantaient ensemble. Non, c'est dire dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles concrètes sur les salaires, sur le temps de travail, sur le salaire minimum, sur la pension des vieux. C'est ça, et c'était très concret dans chaque pays et dans le commerce mondial. Et c'est ça qu'on a mis en place pour de vrai, qu'on a fait respecter, qu'on a contrôlé pendant 30 ans. Et c'est ça qui nous a donné 30 ans de prospérité sans fuite en avant. Et c'est ça que les libéraux ont foutu en l'air après ça, dans chaque pays comme dans le commerce mondial. Donc Roosevelt 2012, oui. Une question. Maintenant, il y a la concurrence de la Chine. Est-ce que c'est pas une chose qu'il faut intégrer dans la réflexion? Que répondre aux économistes qui disent que la main-d'œuvre très bon marché de la Chine constitue une concurrence redoutable pour l'Europe et les pays développés? J'y viens dans 5 minutes, la Chine. C'est prévu à l'ordre du jour. Si ça ne me permet pas, désolé si je suis trop long, mais si vous voulez, je déroule. J'arrive maintenant aux solutions, y compris la question de la régulation, mais elle est fondamentale. Hein. Et puis après ça, on a un débat pour compléter, dire que ça c'est pas clair, et surtout sur notre stratégie pour voir comment on fait avancer ces propositions. Donc l'idée de Roosevelt 2012, c'est avec Stéphane Essel qu'on a, au début on était 5, la première réunion chez Stéphane, maintenant on vient de passer les 85 000, c'est pas encore suffisant, mais donc on s'était dit, en gros, qu'on voulait que la gauche gagne, mais qu'on trouvait que le projet du PS n'était pas à la hauteur, et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut les réveiller sans les agresser. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un collectif. Et pourquoi Roosevelt? Parce que quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, c'est l'état de sinistrose totale. Il y a 14 millions de chômeurs, l'activité a été divisée par 2, et la plupart des citoyens pensent qu'il n'y a pas de solution, que s'il y avait des solutions, ça se saurait. Et Hoover, le président sortant, les surnoms de Hoover, c'était do nothing, je cause mais je ne fais rien. Et finalement, Hoover avait laissé croire qu'il n'y avait pas de solution. C'est chaque année un peu pire. Et Roosevelt arrive, et dès 1 heure après son arrivée à la Maison-Blanche, il prend la parole et il dit « Mes amis, je vais vous expliquer les réformes que je vais demander au Congrès cette semaine de faire adopter. » Et il ferme les banques. Et 3 jours plus tard, le dimanche, il reprend la parole de nouveau par la radio. Mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques et quelle est la réforme que cette semaine je vais demander au Congrès d'adopter. Il parle une demi-heure, mais ça suffit pour que tous les citoyens comprennent pourquoi les banques déconnaient et qu'est-ce qu'il va faire voter. Les banquiers sont furieux, mais le lundi matin, quand les banques réouvrent, les gens ont retrouvé la confiance et viennent déposer leur argent. Et quelques jours plus tard, la loi sur les banques est votée. Et Roosevelt fait passer 15 réformes en 3 mois. Il y a un texte de René Raymond, un grand historien français, qui dit que l'activité est prodigieuse. Que certaines lois, Roosevelt arrive en ayant préparé les textes. Et donc les lois sont votées par les 2 assemblées le même jour et promulguées, signées par le président le soir même et s'appliquent 2 jours plus tard. Donc il y a une loi pour séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, il y a une loi pour améliorer le revenu des paysans, il y a une loi pour donner du boulot aux chômeurs, enfin éviter que les gens tombent en fin de droit. Donc tout ce qu'il fait ne marche pas.
c'est pas un demi-dieu, c'est pas un magicien. Dans les 15 réformes, il y en a qui n'étaient pas géniales. 2 ans plus tard, il fera un deuxième New Deal pour corriger les insuffisances du premier. Et qu'en 1944, quand il convoque Philadelphie, c'est pour tirer aussi les conséquences de ce qui n'a pas marché avec les 2 premiers New Deal. Donc c'est pas pour dire que Roosevelt est génial et qu'on refait la même chose. Et puis le monde a changé. Le but de Roosevelt, c'était que tout le monde ait un boulot et un salaire pour acheter une voiture. Aujourd'hui, en schématisant. Aujourd'hui, quand on voit la question du climat ou la question de l'énergie, notre but n'est pas de doubler le nombre de voitures. Voilà. Donc le monde a changé. Mais savoir si quand on a une volonté politique et quand on parle à l'intelligence des citoyens, on peut changer la donne, ça reste d'actualité. Et aujourd'hui, on a l'impression que Roosevelt était consensuel, mais je vous enverrai par mail, je vous diffuserai à tous ceux qui... une vidéo qu'on a retrouvée, parce que Curtis Roosevelt, le monsieur qui est là, donc là vous voyez Stéphane Hessel, Cynthia Fleury, Edgar Morin, Suzanne Georges, au milieu c'est Curtis Roosevelt, le petit-fils de Roosevelt, qui est venu avec une des premières réunions chez Stéphane Hessel et qui depuis nous aide. Et grâce à Curtis, on a retrouvé des vidéos. Curtis vivait à la Maison Blanche, parce que ses parents s'étaient séparés, et donc Curtis était à la Maison Blanche physiquement avec Roosevelt. Donc il nous a dit même des trucs qu'on ne voit pas dans les bouquins d'histoire, ça c'est off. Mais c'est que quand Churchill arrivait, la grand-mère, Eleanor Roosevelt, disait on planque les bouteilles. Churchill quand même avait une taquette, donc ça c'est off, on ne le mettra pas, c'est des... et donc grâce à Curtis, puis à Roosevelt, on a retrouvé une vidéo de Roosevelt qui est en période de réélection à la fin de son premier mandat. Et c'est pour vous dire qu'il y avait un vrai combat contre les lobbies financiers. Il a tenu bon. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit Roosevelt, c'était un grand-père, il a sauvé l'Amérique, c'est consensuel. En France, on donne son nom à des places, à des rues, à des métros. Mais vous verrez cette vidéo, c'est qu'il parle des banquiers en disant « Ils me détestent ». Jamais ils m'ont détesté autant un président. Depuis 4 ans, on vous dit que j'ai ruiné le pays. Depuis 4 ans, on vous dit que je mange des banquiers tous les matins grillés avec mes toasts. Ils me détestent. Et bien, il dit « Et j'accepte leur haine ». Et le peuple applaudit. Roosevelt dit j'accepte. Il y a eu un vrai combat parce que quand vous séparez les banques de dépôt et les banques d'affaires, les gars qui avaient une assurance gratuite payée par l'État, ils ne sont pas contents. Quand vous expliquez qu'au lieu de gagner 200 000 euros par mois, ils peuvent vivre avec seulement 50 000, au début ça fait gloops. Donc il ne s'agit pas d'avoir de la violence contre les personnes, mais il s'agit effectivement de dégonfler de remettre les choses à leur place, de dire qu'on a besoin de banques, mais les banques doivent être au service de l'économie et c'est pas l'inverse. Donc pourquoi Roosevelt, et on s'est dit que ça montrait que c'était possible. On voulait montrer que pour de vrai, si les politiques et les partenaires sociaux avaient plus de courage, on pourrait éviter la catastrophe sociale et financière, on pourrait changer les choses. Donc nos priorités, on a schématiquement rassemblé en 3 blocs. Premièrement, éviter l'effondrement, éviter la grosse récession dont on ne sort pas, qui fait que ça explose socialement, politiquement. Deuxièmement, créer, donc stopper l'hémorragie, si vous voulez. Deuxièmement, créer massivement des emplois, donner au maximum de gens un vrai boulot. Et troisièmement, changer l'Europe, si on veut peser sur la mondialisation, si on veut humaniser pour de vrai en acte la mondialisation, si on est capable de construire la paix aux 4 coins de la planète, il faut changer l'Europe, il faut que l'Europe soit une puissance politique d'humanisation. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait les mesures d'urgence? J'y reviendrai si vous voulez, mais quelques-unes qu'on peut mettre en place très vite. Vous aviez peut-être vu l'article qu'on avait fait dans Le Soir de Bruxelles, dans Le Monde, à un pays sur Michel Rocard en janvier. On disait, est-ce qu'il est normal que pour sauver les banques, on puisse mettre 1000 milliards sur la table au taux de 0,01%. Aux États-Unis, on a mis 1000 milliards pour prêter aux banques comme ça, sans aucun contrôle, au taux de 0,01. En Europe, on a mis 1020 milliards au taux de 1%, et sans aucun contrôle. Et ça n'a pas relancé l'inflation. Personne n'a dit que ça allait relancer l'inflation, et c'est sans doute utile. Mais donc il n'y a eu aucun contrôle. N'importe quelle banque privée qui voulait de l'argent, elle remplissait son papier, on lui mettait 40 milliards, 50 milliards, 100 milliards. Donc on a trouvé en 2 mois, ça ne pose aucun problème, 1020 milliards pour les banques privées au taux de 1%, donc un taux négatif par rapport à l'inflation. Par contre, en Espagne ou l'Italie ou le Portugal ont besoin de 6 milliards ou de 8 milliards pour leurs universités ou pour leur système de santé, on ne trouve pas d'argent. C'est juste scandaleux. Il y a quelque temps en Allemagne, il y avait une réunion où Steinmeier, ancien ministre des Finances, disait il faut faire gaffe, vraiment gaffe, si on voulait relancer les mouvements terroristes en Europe, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est Steinmeier qui disait les peuples en ont marre. Ce 2 poids 2 mesures qu'on voit tout d'un coup avec des journaux qu'on a trouvé 1000 milliards pour les banques, mais qu'il n'y a pas d'argent pour les universités ou pour les systèmes de santé, ça énerve. Voilà. Donc Steinmeier disait si on veut relancer la bande Abadère ou des mouvements terroristes, il faut continuer comme ça. Ce 2 poids 2 mesures est scandaleux humainement et politiquement, et suicidaire politiquement. Le patronat italien dit on va vers une boucherie sociale. Les syndicats sont dans la rue, là, le 14 novembre en Italie, mais le patronat italien dit on est en train d'organiser une boucherie sociale. Alors je vous rappelle que l'Espagne ou l'Italie seraient en équilibre si on ne leur imposait pas des taux financiers et des taux d'intérêt aussi monstrueux, ils seraient en équilibre. C'est un peu plus compliqué en Grèce, mais l'Espagne ou l'Italie, c'est un cercle vicieux. Comme ils ont un déficit, donc on dit qu'on leur prête beaucoup plus cher, mais si on leur prêtait un taux normal, ils seraient à l'équilibre. Donc ce qu'on propose avec Roosevelt 2012, c'est de dire
pour que ce soit acceptable la semaine prochaine par Angela Merkel, sans changer les traités, sans que Merkel et Schäuble aient besoin de changer d'avis devant l'opinion publique, devant leurs citoyens, dire plus de 80% du problème en matière de dette, c'est la vieille dette. C'est la dette qu'on a contractée il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Par exemple, la Belgique, il y a 5 ans, a fait des bons du Trésor pour 10 milliards, et vendredi prochain, elle doit rembourser, c'était des bons à 10 ans, elle doit rembourser ces 10 milliards vendredi prochain. Mais elle ne les a pas. Donc jeudi, on va emprunter de nouveau 10 milliards. Mais c'est de la vieille dette. Donc est-ce qu'il est utile de mettre des taux d'intérêt monstrueux sur la dette qui a été contractée, qui a été signée il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Donc ok avec Angela Merkel pour dire qu'il faut arrêter la fuite en avant, mais imposer des taux monstrueux aux dettes qui ont été contractées il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ce n'est pas responsabiliser les gens, c'est les tuer, c'est les asphyxier. Donc son dit c'est que pour la vieille dette publique, mais c'est 80% du problème, on peut se financer à 1%. Et c'est possible sans changer les traités, parce qu'officiellement la BCE ne peut pas aider les pays, et ce qu'on a inventé comme système, c'est pas compliqué, mais ça, du coup ça marche, c'est de dire que la BCE, la Banque Centrale Européenne, prête à la BEI au taux de 1%, et une heure plus tard, une fois que c'est passé par ordinateur à la BEI prête à 1,1 à l'Espagne ou à l'Italie. Voilà. Et du coup, c'est faisable sans changer les traités, il n'y a pas besoin d'un an de négociation, et c'est acceptable par Merkel, ou par Schäuble, ou par d'autres, puisque ça ne concerne que la vieille dette. Ok, on se responsabilise, on arrête la fuite en avant, mais déjà, ça calmerait le jeu, ça fait gagner des dizaines de milliards à l'Espagne, à l'Italie, et puis ça vous donnerait aussi de l'oxygène à l'Allemagne, à la Belgique ou à la France, ça c'est faisable tout de suite. Deuxième mesure qu'on devrait prendre très vite, c'est séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Le Glass-Steagall Act, c'est une des premières mesures qu'a fait voter Roosevelt, donc vous connaissez le problème. Les banques de dépôt, c'est les banques normales, c'est là où vous et moi, on a notre salaire, notre pension, nos économies. Et les banques d'affaires, c'est celles qui font des gros deals et qui spéculent sur les dérivés de dérivés de dérivés. Et actuellement, elles sont ensemble. Donc c'est une assurance touriste, c'est-à-dire que quand les banques d'affaires font des milliards de bénéfices, c'est pour les actionnaires, mais si elles perdent 10 milliards, elles viennent voir le gouvernement discrètement en disant qu'on a perdu 10 milliards, vous ne pouvez pas nous laisser les faire faillite, sinon monsieur et madame tout le monde va perdre ses économies. Parce qu'on est à la même structure juridique. Donc il faut séparer les deux, et ça a marché pendant 50 ans. Du coup, les banques d'affaires prenaient beaucoup moins de risques, parce que s'ils font des pertes, c'est les actionnaires qui vont morfler. Donc ils devront rajouter des... Donc du coup, les actionnaires, pendant 50 ans, étaient beaucoup plus attentifs, et les salaires donnés aux dirigeants étaient beaucoup moins obscènes. Il y avait des banques d'affaires, mais qui prenaient moins de risques et qui versaient des salaires plus normaux. Et les banques de dépôt, au lieu de spéculer avec l'argent de monsieur et madame tout le monde, les banques de dépôt se tournaient vers les PME, vers les artisans, pour voir est-ce qu'ils ont des... Donc ils ne rêvaient pas de rentabilité à 15%, mais ils se tournaient vers les artisans et les PME pour voir est-ce que vous avez des projets qu'on va financer. Donc ça, c'est faisable en quelques semaines, c'est un moyen de volonté politique, je vous dis. Les actionnaires étaient furieux, ils ont tout fait pour que Roosevelt dégage. Bon, encore Roosevelt a tenu bon, mais les démocrates sont restés 20 ans au pouvoir. Ce que je dis la semaine dernière au congrès du socialiste à Toulouse, c'est qu'on a le droit d'avoir du courage, et que, même politiquement, il y a des fois où avoir du courage en début de mandat est plus payant que de ne pas en avoir. Créer une vraie taxe Tobin, alors là, quand même, on pourrait se réjouir, parce qu'on a tous des villages très sérieux ce matin, mais c'est quand même une victoire de pas mal de réseaux où on est. Il y a une taxe Tobin qui est en train de naître en Europe. Si on s'était vu il y a 3 ans, aucun de nous n'aurait pensé qu'Angela Merkel allait se faire le porte-drapeau de la taxe Tobin et allait dire aux Anglais de s'écraser sur le sujet. Là, ça y est, c'est officiel, c'est pas peut-être dans un an, il y a une coopération renforcée, il y a 11 pays d'Europe qui vont créer une taxe Tobin et qui ont dit à l'Angleterre, tu t'écrases, tu ne mets pas ton droit de veto. Ça n'était pas même il y a 6 mois, on ne savait pas si ça allait se faire. Et vous avez vu qu'encore cette semaine, Merkel est allée à Londres pour enfoncer le clou. Donc pour le moment, elle est petite. Et on peut dire que ce n'est pas encore génial, mais quand même, en 3 ans, j'étais avec Suzanne Georges avant-hier, on se disait qui c'est qui font. Il y a 15 ans, quand Attac demandait une taxe Tobin, on expliquait que c'était des gauchistes. Et maintenant, c'est Angela Merkel qui explique que c'est fondamental pour notre avenir. Et pourquoi c'est fondamental? C'est un des moyens de récupérer les 150% du PIB qui sont partis. Parce que concrètement, on comprend que les Allemands n'aient pas envie de payer pour les autres. Les Allemands, ils ont déjà payé la réunification, et avec Hartz IV, le niveau moyen des salaires a baissé de 7% en Allemagne. Parfois, on vous dit que les Allemands, avec Hartz IV, il y en a quelques-uns qui ont souffert. Non, c'est 80% des salariés qui ont vu leur salaire reculer. On vous dit qu'ils ont renoncé à des progressions. Non, le salaire médian a reculé, moins 7,4 en moyenne, enfin le salaire médian de l'ensemble des salariés. Donc ils se sont serrés la ceinture pour payer la réunification, on leur a imposé Hartz IV, donc maintenant ils n'ont pas forcément envie. Le niveau de salaire en moyenne des 10% d'en bas, entre guillemets, en Allemagne, c'est 260 € par mois. 260 €. Les 10% au-dessus, c'est 680 € par mois. Vous voyez ce que ça veut dire quand il faut payer un loyer, quand il faut payer la nourriture et quand les enfants demandent un nouveau survêtement ou un ballon de foot. Quand vous gagnez 680 € par mois, vous n'avez pas forcément envie de payer pour les Grecs ou les Espagnols quand vous ne connaissez pas bien et quand vous vous dites c'est tous ces gros flemmards qui sont au soleil, voilà. Donc si on continue, non mais
on comprend. Et donc si on continue comme ça, on va contre les peuples les uns contre les autres. Ça va finir par une façade généralisée. C'est pas aux salariés allemands de payer pour les banques espagnoles. L'intérêt d'une taxe Tobin, c'est que ça pourrait rapporter entre 100 et 200 milliards par an. Donc ça veut dire qu'il y aurait une caisse qui serait gérée par le Parlement européen, donc ce ne serait pas l'unanimité des 27, on peut dire le Parlement européen gère une caisse qui est alimentée par la taxe Tobin. À chaque fois que quelqu'un achète une action, une obligation, il donne 0,1%. C'est pas la mort, mais à chaque fois qu'on achète une action, une obligation ou de la monnaie, de l'euro, on met 0,1. Ça fait entre 100 et 200 milliards, personne ne sait exactement, chaque année. Et du coup, la prochaine fois qu'il faudra trouver 40 milliards pour les banques espagnoles ou 200 milliards pour les banques anglaises, parce que c'est les plus dangereuses, c'est les plus endettées, c'est pas les peuples, c'est pas les salariés allemands, les salariés belges ou les salariés polonais qui vont serrer la ceinture, c'est le Parlement européen qui dira voilà, on a de l'argent, on vous demande telle ou telle réforme, telle en état de fiscalité. Donc vous voyez, ça changerait tout, et donc il faut montrer que l'Europe est utile, au lieu que l'Europe soit là pour imposer de l'austérité, l'Europe est utile pour que les peuples retrouvent de la force et un levier contre les marchés financiers. Quatrième idée très concrète, c'est boycotter et sanctionner les banques et toutes les entreprises qui travaillent avec les paradis fiscaux. Il y a un rapport fait par la Commission et approuvé par le Parlement européen qui dit que dans chacun de nos pays, c'est entre 2 et 3% du PIB qui manque chaque année dans nos budgets, 2 ou 3%, à cause de la fuite vers les paradis fiscaux. Il y a des entreprises qui profitent de notre système de transport, d'éducation, de santé, qui profitent des marchés publics. Elles vont gagner 400 millions parce qu'elles répondent à un appel d'offres en Belgique ou en France du gouvernement. Mais au moment de payer l'impôt, il y a une filiale à Monaco ou Liechtenstein qui fait qu'on ne paye pas d'impôt. C'est juste scandaleux. Donc il faut boycotter, il faut dire qu'il n'y aura plus aucune commande publique, il faut le mettre dans le code des marchés publics de chacun de nos pays, il faut dire qu'il y a une directive européenne, il n'y a plus aucune commande publique pour une entreprise qui joue avec les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, qui ne paye pas l'impôt. Ça paraît pas possible, la réponse est oui, c'est possible. Moi, depuis 2 ans, je suis élu à la région Île-de-France, et j'avais mis cette idée dans la campagne, il y a 2 ans. Au début, on m'a dit, Pierre, il y a des limites à la télé. J'avais proposé que la région Île-de-France, qui est un bon client pour les banques, on a plus de 4 milliards de budget chaque année, et quand on fait un métro ou un RER, on va emprunter 300 millions là, pour faire un tunnel entre la gare du Nord et Châtelet. Toutes les banques sont contentes de travailler avec nous parce qu'on est bien noté, on est un bon client. Et donc j'avais dit que si j'étais élu à la région Île-de-France, que je proposerais qu'il n'y ait plus aucune banque qui puisse travailler avec la région Île-de-France s'il y a des activités dans les paradis fiscaux. Au début, on m'avait dit, Pierre, il y a des limites à la démagogie, tu sais bien que c'est pas possible, il y a une règle européenne, Bon, je me dis, attendez, peut-être, mais montrez-moi quelle est la règle européenne qui nous empêche. Bon, la campagne c'était fini, comme c'était bien applaudi, on me permettait quand même d'en parler pendant la campagne, ça fait une campagne qui fait un peu n'importe quoi, mais une fois que j'ai été élu, j'ai dit, ben voilà, on avait dit qu'on allait boycotter les paradis fiscaux, on le fait. Et là, c'est pareil, les services de la région me disaient, quand même, Pierre, il y a des limites à la démagogie, tu sais bien qu'il y a une règle européenne qui nous empêche. Dites-moi, quelle est la règle européenne? Et il n'y en avait pas. Donc on a voté, la région Île-de-France, la première étape, c'est de dire qu'aucune banque ne peut travailler avec nous si elle ne nous déclare pas. La première étape, c'est la transparence. Ils doivent nous déclarer toutes leurs sociétés, les filiales, les sociétés mères. On doit avoir une transparence par tous les financements liés. Et la deuxième étape, c'est de dire vous avez 2 ans pour mettre en conformité. Dans 2 ans, s'il y a encore des activités dans les paradis fiscaux, vous ne pourrez plus bosser avec nous. Donc la région Île-de-France l'a voté. Il y a 15 autres régions en Europe qui l'ont déjà voté. Donc ça veut dire qu'on peut faire bouger les choses, et on peut dire que la Belgique, la France, l'Allemagne disent qu'il n'y aura plus 1 euro qui ira pour les activités, les entreprises qui ont des activités dans les paradis fiscaux. Je vous rappelle que c'est entre 2 et 3% du PIB qui manque chaque année. Donc on voit qu'on fait des plans d'austérité, qu'on remet en cause les pensions, l'indemnisation des chômeurs, parce qu'on explique qu'il faut arriver à 3% de déficit. Si on met en place un impôt européen, si on finance autrement la dette, on peut retrouver l'équilibre sans austérité. On peut aussi retrouver l'équilibre des finances publiques en remettant en cause une partie des baisses d'impôts. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, désolé, mon exposé est un peu franco-français, mais voilà, en France, il y a un rapport fait par un député UMP qui montrait qu'en 10 ans, droite et gauche confondues, on avait perdu 100 milliards, que si on revenait juste à la fiscalité qui existait en France en 2000, on n'était pas d'un système soviétiforme et qui tuait l'économie. En 2000, l'économie marchait plutôt bien. Juste si on annulait toutes les baisses d'impôts votées, donc ce n'est pas une fatalité, c'est des votes à l'Assemblée, toutes les baisses d'impôts qu'on a fait en 10 ans, il y aurait chaque année 100 milliards de plus dans les caisses. Alors peut-être qu'il faut regarder, peut-être que toutes les baisses d'impôts n'ont pas été inutiles, mais c'est un rapport officiel d'un député UMP qui décide juste si on revient à la fiscalité qui existait dans notre pays en 2000, on aurait chaque année 100 milliards, on serait en excédent. On ne serait pas en déficit à devoir faire l'austérité, juste on revient à la fiscalité qui existait dans notre pays, donc ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre. Dernière idée en matière de fiscalité, voilà l'évolution de l'impôt sur les bénéfices en zone euro. Le taux d'impôt était à 37%, et il est tombé à 25%.
Quand on parle de dumping fiscal européen, voilà ce que ça donne concrètement. C'est une courbe qui vient d'Eurostat. Parce que depuis que l'Irlande est rentrée, l'Irlande a voulu attirer les entreprises à baisser son taux d'impôt sur les bénéfices. Et donc, tous les pays d'Europe ont dit, ben, nous aussi, il faut qu'on baisse notre taux d'impôt, parce que sinon les entreprises iront en Irlande. Donc, il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais tous on est engagés dans un mouvement quand même assez suicidaire, de dire qu'il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais tous on baisse notre impôt, parce que sinon les entreprises iront chez les voisins. Quand Roosevelt arrive au pouvoir, aussi, Roosevelt connaît la même situation. Enfin, jusque-là, c'était le Texas qui fixait l'impôt, c'était l'Arkansas, c'était la Floride. Le Texas baissait son impôt, puis la Floride baissait son impôt, puis l'Arkansas baissait son impôt. Et les entreprises faisaient du tourisme fiscal assez cool en allant là où c'était moins cher. Et quand la crise de 29 éclate, les caisses sont vides. Et Roosevelt dit, mes amis, on ne peut pas continuer comme ça. Je vais proposer au Congrès de voter un impôt fédéral, et partout on prendra 40%. Qu'on soit en Floride ou au Texas, Washington prélève 40% des bénéfices. On garde une petite partie pour ce qui est des politiques fédérales et renvoie à la Floride ou au Texas en fonction de la population. Ça a grogné pendant quelques semaines, et grogné c'est un mot gentil, ça a cassaigné pendant quelques semaines, et puis Roosevelt crée un impôt fédéral à 40%. Donc c'est quand même paradoxal de se dire qu'on croyait que les États-Unis étaient des libéraux, mais ça, Ronald Reagan ne m'a pas cassé. Il y a des trucs qu'il a un peu exempté, mais globalement, le taux d'impôt aux États-Unis est toujours aux alentours de 40%, tandis qu'il est tombé à 25% en Europe. C'est le monde à l'envers. Le taux d'impôt sur les bénéfices est plus important aux États-Unis qu'en Europe. Donc, il ne s'agit pas de créer un impôt sur les personnes, soyons clairs, il ne s'agit pas de créer un impôt sur les entreprises globalement, il s'agit de créer un impôt sur les dividendes, c'est-à-dire sur les bénéfices qui ne sont pas réinvestis, sur les bénéfices qui vont au marché financier. Et donc on propose qu'il y ait un impôt fédéral, un impôt européen, et vous savez qu'il y a une négociation en cours. Donc dans les 6 mois qui viennent, dans l'année qui vient, est-ce qu'on décide au niveau européen que le budget européen, la politique agricole, les fonds structurels, le peu de diplomatie qu'on a, la politique européenne, elle devrait être financée par un impôt européen, non pas un impôt sur les personnes, mais un impôt sur les bénéfices non réinvestis sur les dividendes. Et du coup, ça fait encore 1% du PIB qu'on économise dans chaque pays, parce qu'actuellement, l'Europe n'a pas de ressources propres. Donc pour financer la politique agricole, pour financer les politiques européennes, c'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Espagne, c'est la Pologne qui chaque année envoie à Bruxelles, à l'Europe, 1% du PIB. Chaque année, la France met 21 milliards, l'Allemagne un peu plus. Alors on a des retours évidemment, mais c'est chacun de nos pays, tandis que s'il y avait un impôt européen sur les bénéfices, les politiques européennes seraient financées comme ça, et chacun de nos pays économiserait, la France garderait ses 21 milliards, la Belgique garderait 1% du PIB. Donc tout ça c'est faisable, c'est pas faisable en 3 semaines, mais c'est faisable en 6 mois de négociation, puis 6 mois pour régler les problèmes techniques. Roosevelt l'a fait en quelques semaines, et ça a marché très bien. Donc est-ce que oui ou non, la négociation a commencé le 18 et 19 octobre sur les nouveaux traités européens, tous nos pays cherchent de l'argent, partout. On se demande comment financer les retraites, comment financer l'éducation. Est-ce qu'on continue le dumping ou est-ce qu'on est capable de créer un impôt européen? Ça fait 20 ans, Jacques Delors en parlait, peut-être qu'au bout de 20 ans de réflexion, on peut passer à l'action. Comment éviter l'hémorragie? Développer le court travail, je vais accélérer. On voit tous qu'on est en train de retomber en récession. La Belgique, la France, l'ensemble de la zone euro, on est en train de retomber en récession. Mais récession, ce n'est pas forcément synonyme de catastrophe sociale. On a vu qu'en Allemagne, les partenaires sociaux se sont réveillés, alors qu'ils s'étaient laissés endormir avec Hartz IV. C'est étonnant comment les syndicats allemands s'étaient un peu laissés endormir, franchement endormir, avaient accepté Hartz IV, qui était quand même une vraie catastrophe. Mais là, quand la crise est arrivée en 2008-2009, les syndicats se sont réveillés. Ils sont allés voir Merkel, ils ont dit le licenciement doit être l'exception. La règle, même si on est en récession, c'est qu'on garde tous les salariés. Et donc, si une entreprise a 30% de chiffre d'affaires en moins, au lieu de licencier 30% des gens, elle baisse le temps de travail de 30% et il faut maintenir le revenu. Le salaire va sans doute baisser pour que l'entreprise reste rentable, mais le rôle de l'État, c'est de maintenir 95% du revenu. 2 systèmes de Kurzarbeit, donc il y a de la formation ou pas sur le temps libre, mais globalement, les gens, au lieu d'être licenciés, gardent leur boulot, baissent leur temps de travail, et on maintient, grâce avec le chèque qui arrive, et Merkel a accepté. Donc Merkel, en gros, a fait le contraire de Sarkozy, donc c'est pas un problème de droite ou gauche. Alors que Sarkozy passait son temps à dire qu'il faut travailler plus pour gagner plus et mettait chaque année 6 milliards sur la table pour faire des heures sup, c'était une imitation de Sarkozy. Je ne sais pas si c'était réussi, mais donc on était un petit bonhomme excité qui expliquait qu'il faut travailler plus, travailler plus, travailler plus. Merkel était moins excitée, c'est exactement le contraire, alors qu'elle est de droite aussi. À la demande des syndicats, elle disait ben voilà, on va travailler moins pour que tout le monde garde son boulot et que les gens gardent 95% de leur revenu. Donc vous voyez le bilan, c'est quand même que ça marche, c'est très efficace. En Allemagne, la crise économique, la récession, a été 2 fois plus grave qu'en France en 2009. Ils ont vraiment morflé parce qu'ils dépendaient beaucoup des exportations, donc ils ont pris la crise de plein fouet. Mais même avec une crise 2 fois plus grave, le chômage a augmenté 6 fois moins vite qu'en France.
Donc, et le Kurzarbeit, c'est massif, c'est 1 500 000 salariés, et c'est pas on fait de l'expérimental, on y va franchement, c'est la règle générale, 1 500 000 salariés qui ont baissé en moyenne de 31% leur temps de travail, c'est les chiffres du ministère. Moyennant quoi, même avec une récession historique, le chômage n'a pas été du tout catastrophique. Et le salaire? Le salaire a baissé, mais le revenu, ce qui compte le plus, c'est ce que tu reçois à la maison ou sur ton chèque, ton compte en banque à la fin du mois, a baissé en gros de 5% seulement. Donc ils ont quand même... C'est l'État, mais c'est juste rentable parce que d'abord c'est utile socialement et c'est rentable parce que les gens gardent leur boulot, gardent leurs compétences, gardent leur revenu et continuent à consommer. C'est aussi pour ça que l'Allemagne va avoir une croissance. C'est aussi pour ça que la croissance en Allemagne s'est mieux maintenue en 2011 et 2012. C'est parce que tu n'as pas autant de chômage et autant de gens qui tombent dans la pauvreté tous les mois. En gros, ils ont perdu 5%. Les gens qui auraient dû être licenciés ont gardé leur boulot, ont gardé leurs copains, ont gardé leur utilité, ont gardé leur rythme à peu près normal et ils ont gardé 95% du revenu. Donc oui, ils ont fait un effort, mais c'est pas du tout. L'État participe, mais ça coûte moins cher que de payer plein pot les indemnités de chômage, parce que là, c'est une différence. Excusez-moi, ça vous embête, pardon, je sais que je suis trop long, mais m'excusez, je finis les solutions et après on a un débat, surtout que c'est plus agréable. Ça vous va ou pas? Et après ça, c'est ce que tu disais, au fond, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais la question de l'indemnisation des chômeurs est fondamentale. Est-ce qu'à cause de la crise, on remet en cause l'indemnisation des chômeurs, ou est-ce qu'au contraire, on se dit qu'on fait tout pour éviter que les gens tombent en fin de droite, et donc il faut plutôt améliorer l'accompagnement humain et la formation des chômeurs et des chômeuses, et puis maintenir leur indemnisation. Il y a plein de pays, y compris la Belgique, où il y a un débat où en gros on explique que ce qui est moderne et ce qui est normal en période de crise, c'est de diminuer l'indemnisation des chômeurs. On voit qu'il y a des pays comme le Danemark, et pendant très longtemps, mais là aussi ça a été remis en cause à cause de la crise, être au chômage n'était pas une catastrophe parce que tu pouvais garder 90% de ton salaire. Il y avait un vrai accompagnement. Du coup, on met des gens à Pôle emploi, il y a des gens qui sont formés, qui sont embauchés pour accompagner les chômeurs, mais tu peux garder pendant 4 ans ton 90% du salaire, c'est plafonné pour les cadres. Sur la question de comment agir sur la question de la Chine, il y a là quelqu'un demandé, voilà, la Chine est un vrai problème. Voilà l'évolution des salaires en Chine. En gros, la Chine a augmenté ses salaires et a signé plein de conventions sociales jusqu'à ce qu'elle soit autorisée à rentrer à l'OMC. Ça, c'est l'évolution des salaires en Chine par rapport au reste du monde. Et puis, donc, la Chine voulait, les dirigeants chinois, parce que la Chine c'est vaste et il y a la diversité, mais les dirigeants chinois voulaient absolument qu'on les laisse rentrer à l'OMC. Donc, ils ont signé 22 conventions sociales à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, parce qu'officiellement, la Chine a adopté la semaine de 44 heures maximum. La Chine a adopté la journée de 8 heures. La Chine a adopté le droit à un salaire décent, le droit à un logement décent. Ils ont signé 22 conventions sociales internationales, plus que l'Angleterre ou les États-Unis. Et ils ont augmenté leur salaire. Et puis, l'adhésion officielle, c'est là, mais ce qui compte, c'est le discours de Bill Clinton. Et Bill Clinton, un jour, fait un discours pour dire, voilà, les États-Unis approuvent l'arrivée de la Chine. La décision politique, c'est le discours de Bill Clinton. Et à partir du moment où la Chine est admise à l'OMC, vous voyez l'évolution des salaires. Ils ne respectent aucune des règles sociales qu'ils ont signées, ils ne respectent aucune règle environnementale, et ils partent d'un dumping monétaire, social, écologique, qui est dramatique. Donc c'est un vrai problème pour tout le monde, pour des millions de Chinois qui vivent dans des conditions proches de l'esclavage. C'est d'abord un problème pour des hommes et des femmes en Chine qui vivent dans des conditions, ils dorment à 8 dans l'eau, ils ont 2 € par jour pour vivre, encore un peu avec 3 mois de retard. Donc c'est d'abord un problème pour les Chinois. Et puis c'est un problème pour l'ensemble des pays occidentaux, parce que quand la Chine faisait des produits bas de gamme, des petits cadeaux en plastique moulé pour McDo, quand c'était des trucs bas de gamme et qu'ils augmentaient les salaires, il n'y avait pas de souci. Mais s'ils sont dans une logique de dumping salarial et qu'en même temps ils vont concurrencer Airbus ou le TGV parce qu'ils nous ont acheté quelques avions, ils les ont désossés, ils nous disent que dans 10 ans ils seront capables de faire des avions avec des salaires de misère, là c'est toute notre industrie qui risque d'être fonctionnaire. Donc il faut réagir. Et l'Europe est le premier client. La bonne nouvelle, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est quand même que l'Europe est la première puissance économique mondiale. On a tendance à se flageller, à avoir tous nos défauts, mais il ne faut peut-être pas oublier qu'on est la première puissance économique mondiale. On est un nain politique à cause de notre inorganisation ou de la règle d'unanimité qui paralyse les politiques, on y reviendra, mais on est la première puissance et on est le premier client de la Chine. Et quand vous êtes le premier client de quelqu'un, vous avez une capacité de négociation. Donc nous, ce qu'on dit à Roosevelt 2012, c'est que l'Europe doit dire à la Chine, vous arrêtez. Vous avez signé 22 conventions sociales avant d'entrer à l'OMC, on vous donne 3 ans pour les respecter. On sait que vous êtes sur une poudrière, on sait qu'il y a des mouvements sociaux de plus en plus violents, on sait que la bulle immobilière a pété, donc on ne va rien faire pour aggraver les tensions sociales chez vous. On ne va pas faire un protectionnisme brutal, on ne va pas dire que demain l'Europe achète d'acheter vos produits. Mais on vous prévient que pour de vrai, dans 3 ans ou dans 4 ans maximum,
on enverra des gens de l'OIT ou du BIT qui iront regarder les conditions de travail et le niveau des salaires dans toutes vos usines. Voilà. Et si dans 3 ans ou dans 4 ans, vous ne respectez pas les règles sociales que vous avez signées, un certain nombre de règles environnementales, l'Europe taxera les produits. Et le fruit de la taxe sera dans un fonds destiné aux salariés chinois, c'est de l'argent qui est dû aux salariés chinois. Donc en même temps, on peut laisser un calendrier raisonnable à la Chine pour s'adapter, et en même temps, c'est un effet immédiat sur les délocalisations. Parce que si l'Europe annonçait ça maintenant, le disait pour de vrai, qu'on voyait que c'est un acte politique fort, les délocalisations s'arrêtent tout de suite. Parce qu'il n'y a aucune entreprise, parce qu'il y a 2 scénarios. Ou bien la Chine va effectivement augmenter ses salaires, ou bien les produits seront taxés au moment où ils arrivent en Europe et sans doute aussi aux États-Unis. Les États-Unis suivront. Du coup, pour une boîte, ça ne vaut pas le coup le temps d'acheter des terrains, de mettre les usines, de rôder les machines, de former les gens. Si les produits soit sont plus chers parce que les salaires augmentent, soit ils sont taxés dans le premier bassin de consommation. Donc on peut en même temps laisser un calendrier raisonnable, 3 ans ou 4 ans, et en même temps avoir un effet immédiat sur les délocalisations. Et c'est l'Europe qui doit le faire. Sur les délocalisations, aussi un des principaux problèmes aujourd'hui, c'est les délocalisations au sein de l'Europe. C'est l'activité de l'automobile qui part de la Belgique, qui part de la France et qui va en Pologne, en Roumanie. En 2003, on avait rédigé un traité de convergence sociale avec un certain nombre de gens, avec aussi bien José Bové que Jacques Delors. Il nous a fallu un moment pour mettre d'accord José Bové et Jacques Delors. On avait en même temps... Non mais on s'était dit qu'on voulait en même temps José Bové et Jacques Delors et une grande figure de l'Est, soit Václav Havel, soit Bronisław Geremek. On avait Geremek pour montrer que c'était pas la vieille Europe contre la... Ah voilà, qu'on avait aussi des syndicalistes polonais qui signaient avec nous. Et on voulait avoir en même temps le président des évêques et le patron des francs-maçons. C'était pas évident, ils n'ont pas l'habitude de signer les mêmes textes en France, les évêques et les francs-maçons. Et on avait obtenu d'avoir en même temps le patron du Grand Orient et le président des évêques. Et on avait été reçu par Romano Prodi, et il y a un homme au papillon, vous reconnaissez sans doute, Elio Di Rupo, c'était là aussi. Et il y avait un ancien ministre des Finances luxembourgeois, il y avait l'Italien, il y avait des gens des associations, des syndicats, des politiques de 9 pays. Et Romano Prodi nous avait reçus officiellement comme président de la commission en disant oui, il faut un traité de convergence sociale, ce n'est qu'un problème de volonté politique. Devant toutes les caméras, il avait dit c'est un problème de volonté politique. Dans le traité de Maastricht, il y avait 5 critères en matière financière, sur le déficit, sur la dette, sur l'inflation. Voilà. On a mis en place 5 critères de convergence monétaire et on y est arrivé. C'est quand même historique. On a tué l'inflation, on a fait une monnaie unique. C'est la première fois qu'il y a autant de pays qui arrivent à faire une monnaie unique en période de paix. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même ambition en matière sociale que l'ambition qu'on a réussi à mettre en place et en œuvre en matière monétaire? Et donc Romano Prodi nous avait reçus, il avait demandé à Giscard, c'est l'époque où il y avait la convention Giscard qui préparait les nouveaux traités, et Romano Prodi avait très officiellement demandé que Giscard intègre le traité social dans le traité européen. Ce que Giscard n'avait pas voulu, parce que Giscard voulait le consensus avec les Anglais, il espérait que du coup ce serait lui qui serait nommé président du poste que Jean Rampuy occupe actuellement. Donc Giscard n'avait même pas voulu nous recevoir. Mais c'est pour dire que oui, c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Angela Merkel, il y a 4 ans, à Berlin, avait dit qu'il fallait un protocole social. Elle avait dit qu'en Allemagne, les citoyens n'avaient pas été consultés au moment des traités, mais que le nom qui était en France n'était pas un nom anti-européen. Et elle avait dit que si on avait donné la parole aux citoyens allemands, ça aurait sans doute été le même résultat qu'en France. Et Angela Merkel avait dit qu'il faut un protocole social dans les traités. Et il y a 4 ans, c'est Sarkozy qui n'en avait pas voulu. Et Sarkozy n'est plus là. Donc est-ce que oui ou non, avec les syndicats européens, Roosevelt peut avoir une influence pour les mettre en mouvement, est-ce qu'on se dit que dans les nouveaux traités qui vont être mis en débat d'ici un an, on met en place un traité de convergence sociale pour permettre aux salariés de progresser, qu'on ne s'aligne pas sur la Roumanie ou sur la Pologne, on n'accepte pas les délocalisations vers la Roumanie et la Pologne, on progresse en matière sociale. Je finis sur les questions de politique du logement, je reviendrai si vous voulez, sur comment créer des emplois, une vraie politique du logement, une vraie politique d'économie d'énergie, j'accélère, mais il y a un rapport de la Commission qui dit qu'on peut créer 6 millions d'emplois en Europe, si on prend au sérieux la question du climat. Et si on se donne comme objectif de baisser de 30%, c'est un rapport du 23 février 2011, qui dit qu'on peut créer 6 millions d'emplois en Europe si on a comme objectif de baisser de 30% la production de gaz à effet de serre d'ici 2020. Est-ce qu'on le fait? Et ceux qui doivent avancer la pente, c'est la BEI. Bienvenue. Est-ce que je peux un peu résumer? Il y en a qui ont peur, il y en a qui baissent la tête pour mieux qu'ils ne désignent pas. Donc, qui c'est qui amorce la pompe? C'est la BEI et la BCE. Le rôle fondamental de la Banque Centrale Européenne, vous avez bien vu qu'à Roosevelt, on n'y va pas frontalement, mais un petit peu de Brésil, j'ai été éduqué chez les jésuites quand j'étais petit. Donc on explique qu'au lieu de dire que la BCE c'est des gros nulos qui n'ont rien compris, on explique que le rôle fondamental de la Banque Centrale Européenne, c'est de lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, il n'y a aucune inflation par les salaires. Quand on voit le niveau de chômage, il n'y a aucune inflation par les salaires. Les seules inflations qui existent en Europe et qui sont dangereuses, c'est le prix de la dette que paye l'Italie ou l'Espagne. Donc il faut faire baisser cette inflation. Et c'est l'inflation à cause du pétrole et de l'énergie. Donc la Banque
centrale est les statuts, dans le rôle que lui demande d'exercer ses statuts, si elle lutte contre l'inflation liée au prix de l'énergie. Et donc on dit que c'est à la Banque centrale d'avancer la pompe pour un vrai plan d'économie d'énergie, en mettant à disposition de chaque pays et de chaque région 1% du PIB chaque année, c'est ce qu'avait dit aussi Nicolas Stern il y a 5 ans, qu'il n'est pas trop tard pour agir contre le dérèglement climatique, mais qu'il faut le faire avec beaucoup de force, et qu'on met dans chaque pays, en Belgique, en Allemagne, en France, en Pologne, la Banque centrale, via la BEI, met à disposition 1% du PIB, un taux zéro, pour amorcer la pompe. Et ça va faire baisser la facture des gens, ça peut créer 6 millions d'emplois, c'est la Commission qui le dit, si on crée 6 millions d'emplois, si on fait baisser la facture d'énergie des gens, si on diminue notre déficit extérieur et si on sauve le climat, il ne faut peut-être pas hésiter. Là aussi, la bonne nouvelle, c'est que Merkel est d'accord, Angela Merkel, elle a licencié son ministre de l'Environnement il y a 3 mois en disant que c'était un nulos et que la question de la transition énergétique était fondamentale pour elle. Elle vient bien, c'est plus proche, et Angela Merkel a besoin de financement pour réussir la transition énergétique en Allemagne. Donc, est-ce que oui ou non, on dit que l'Europe met le paquet pour sauver le climat et que dès l'année prochaine, on met le paquet, on met 1% du PIB et c'est gratuit, ça n'est pas compté dans les déficits de chaque pays. Il y a un plan européen qui met à disposition de chaque région 1% du PIB pendant 20 ans. Et du coup, les entreprises du bâtiment savent qu'on a 20 ans devant nous, ça vaut le coup de s'organiser, ça vaut le coup de recruter des gens, de les former, parce qu'on a planifié ça au niveau européen. L'Europe est née avec le charbon et l'acier. Maintenant, le problème, ce n'est pas le charbon et l'acier, c'est encore des questions autour de l'acier, c'est la question de l'énergie et du climat. Dernier point, après ça j'ai vraiment fini, c'est la question du temps de travail. Et je suis très heureux de voir qu'il y a plusieurs syndicats en Europe qui veulent relancer le débat sur le temps de travail. Et de voir qu'aux États-Unis, le grand ministre du Travail de Bill Clinton, Robert Reich, dit que la question fondamentale, c'est la question du temps de travail. Et il dit, si Obama est réélu, maintenant il est réélu, la réforme fondamentale que doit faire Obama, c'est une baisse du temps de travail sans baisse de salaire. Depuis 6 mois, le débat est en train de repartir aux États-Unis grâce à Robert Reich. La question fondamentale, pourquoi est-ce que c'est aussi important ? La productivité et le temps de travail. Si on est d'accord sur ce que je disais il y a 20 minutes sur la cause fondamentale de la crise, c'est le chômage. On n'est pas seulement dans une crise financière, on est d'abord dans 30 ans de crise sociale. D'où vient la crise? Il faut quand même se demander pourquoi est-ce que dans tout le pays il y a autant de chômage et de précarité depuis 30 ou 35 ans. D'où ça vient? Est-ce que c'est la mondialisation? La réponse est non. Il y avait parmi un an dans l'alternative économique, vous avez en France, il y avait un grand débat autour de la mondialisation, parce que Montebourg avait fait un livre sur la démondialisation. Donc il y a Daniel Cohen qui expliquait que, en gros, Montebourg devait un peu calmer son analyse ou la relativiser, et que c'était seulement 10 à 15% des destructions d'emplois qui venaient du commerce mondial non régulé. C'est ce que j'ai montré sur la Chine tout à l'heure. Donc oui, il faut agir. Même si ce n'est que 10 ou 15% du problème, il faut quand même s'en occuper, sinon ça va s'aggraver. Et l'Europe a des choses à dire, à la Chine, on a une capacité de négociation. Mais ce que disait Cohen, c'est que c'est seulement 10 ou 15% du problème qui viennent des délocalisations, et que 85 ou 90% du problème, c'est les gains de productivité qu'on n'a pas su gérer. Et il a raison. Vous voyez dans la courbe de la production industrielle en Europe, ok, il y a des délocalisations, et c'est scandaleux quand on ferme une usine, on fout tout le monde, on fout en l'air les salariés, donc on comprend que les gens soient furieux. Mais en même temps, ne nous trompons pas sur le diagnostic, globalement, jusqu'à la récession de 2007-2008, la production industrielle faite sur notre territoire, elle continue d'augmenter. Il y a quelques mois, j'étais à Romans-sur-Isère, donc ça c'est la courbe pour l'ensemble de la zone euro, là on a la même courbe pour chacun de nos pays. Et l'autre jour, j'étais à Romans-sur-Isère. Je ne sais pas si vous connaissez Romans, c'est une petite ville dans le sud de la France, qui est connue parce qu'elle avait des usines de chaussures et qui maintenant sont toutes vides. Quand on arrive à Romans, c'est sinistre parce qu'on voit des grandes usines qui sont totalement vides. C'est des capitalistes qui ont racheté des entreprises et qui ont dit qu'ils allaient développer l'emploi et en fait ils ont voulu juste garder la marque et 3 mois plus tard ils ont licencié tous les salariés, ils ont délocalisé la production. Donc c'était un vrai choc. Donc quand je suis arrivé à Romans, je me suis dit oulala, ce soir je vais avoir du mal à expliquer que la mondialisation n'est pas le problème numéro 1 et que... Mais bon, j'ai un côté béarnais un peu têtu et j'ai déroulé mon PowerPoint. Et le maire de Romans était au premier rang, l'élu local était au premier rang, et il a dit je suis complètement d'accord avec vous. Il faut en même temps dire que ce sont des voyous, il avait même des mots plus vulgaires, qui ont délocalisé, ils nous ont menti aux salariés, ils ont menti aux élus, ils voulaient juste racheter la marque, ils se foutaient de nous, donc c'est un scandale, il faut voir comment on change la loi pour se prémunir de ces gens-là, se protéger, mais en même temps, il disait la République, ça n'est pas surfer sur la peur des gens, la République c'est parler à l'intelligence et à la conscience des gens, et si on parle à l'intelligence et à la conscience des gens, il faut dire que oui, les délocalisations n'expliquent pas le chômage. Il disait, j'ai fait le calcul, il disait, monsieur Larouturou, vos courbes c'est pour la zone euro ou pour la France, mais j'ai fait le calcul sur Romans-sur-Isère, sur le canton de Romans-sur-Isère, et bien il y a des boîtes qui ont délocalisé, mais aussi des boîtes qui produisent plus, parce qu'elles vendent en Europe ou parce qu'elles exportent. Mais donc globalement, même sur le canton, malgré les délocalisations de chaussures, l'activité industrielle n'a pas reculé. L'activité n'a pas reculé. Et pourtant le chômage augmente. Donc d'où ça vient? La question de la Chine, par exemple, elle est fondamentale, mais ça fait seulement depuis 2006
que la Chine est dangereuse. Ça, c'est l'excédent commercial de la Chine depuis 1980. Jusqu'en 2006, la Chine, c'est un non-problème. Or, le chômage augmente depuis 30 ans dans tous nos pays. La part des salaires, elle diminue depuis 30 ans dans tous nos pays. Donc on voit bien qu'il y a un petit problème de logique si on veut expliquer que la Chine est responsable de tous nos problèmes. Donc nos problèmes ont commencé il y a 30 ou 35 ans et que la Chine est dangereuse que depuis 6 ans. Donc oui, il faut s'occuper de la Chine et l'obliger à respecter des règles sociales, mais on ne peut pas expliquer tous nos problèmes par l'arrivée de la Chine. Donc d'où viennent nos problèmes? C'est essentiellement les gains de productivité qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a pas été capable de mettre, on n'a pas été capable de faire évoluer le contrat social. Cette courbe est importante aussi aux États-Unis. On voit que l'emploi industriel se casse la figure, mais que la production industrielle est stable. Jusqu'à la récession, il y avait une remarquable stabilité de la production faite sur le territoire américain. Par contre, l'emploi se casse la figure, parce qu'avec les robots, avec les ordinateurs, avec la formation qu'on a mise dans la tête des gens, on regardait cette amphi, en Belgique comme en France, on a multiplié par 7 le nombre d'étudiants par rapport à il y a 40 ans. Le nombre de jeunes qui se forment aujourd'hui est 7 fois plus important. Et puis il y a la formation continue, il y a les robots. Donc on a fait des gains de productivité colossaux qui font qu'on produit autant dans tous nos pays, mais qu'on a besoin de moins de travail, le travail humain est de moins en moins nécessaire. Voilà la révolution, voilà la courbe à nos yeux, et ce que dit Robert Reich, c'est la cause fondamentale de la crise. C'est qu'on n'a pas été capable de gérer la révolution de la productivité, ça c'est la productivité, donc l'efficacité. En 10 heures de travail humain, combien on produit de richesses. Vous voyez, depuis 1800, vous voyez, on a fait plus de productivité depuis 40 ans que sur les 2 siècles précédents. C'est une vraie révolution. La plupart de nos grands chefs, en France, ils ont fait HEC ou l'ENA, ils ont été formés, quand vous allez sur Wikipédia, vous voyez tous qu'ils ont été formés à cette période-là, et donc avec des bouquins qui datent de cette période-là. Et donc ils sont... Mais c'est la vérité, hein. Et vous savez ce que dit Keynes? Keynes disait le plus difficile n'est pas de comprendre des idées nouvelles, mais d'enlever les idées anciennes qu'ont reçues tous ceux qui ont été formés à la même époque, au même moment, et ces idées qui sont rentrées dans tous nos neurones, enfin je ne sais plus comment ils finissaient, mais en gros, Keynes disait le plus compliqué, c'est pas de comprendre la nouveauté, c'est d'enlever tout ce qu'on a répété depuis 30 ans. Et donc ils ont été formés là, et ils sont incollables sur la première révolution de la productivité, c'est Ford et Taylor, c'est 1920. Entre 1920 et à l'époque, vous vous souvenez, Charlot avait fait un film, parce que c'était une vraie révolution, ça a déstabilisé le monde du travail, mais c'était une vraie révolution, mais ils étaient encore 6 ou 7 autour de la chaîne. Vous vous souvenez, quand Charlot il a un tout petit peu ses copains. Mais tandis que ça, c'est la première révolution, entre 1900 et 1920. Mais la révolution qu'on vit depuis 40 ans, schématiquement, voilà, dans l'usine de voitures, que ce soit en Belgique ou en France, vous pouvez faire 30 mètres le long d'une ligne, il n'y a plus un salarié. Ce sont des robots qui contrôlent, et c'est des robots qui contrôlent le travail des robots. Et qui, autrefois, il y avait des ouvriers qui travaillaient le métal, il y avait des techniciens qui venaient régler les outils, il y avait des ingénieurs qui venaient faire des contrôles qualité. Maintenant, c'est des robots. Un ouvrier peut piloter 3 robots, et les robots pilotent 3 robots qui pilotent l'ensemble de la chaîne. On a fait des gains, et c'est là dans tous les métiers. L'autre jour, dans mon quartier, il y avait un déménagement, c'est pas juste dans l'industrie. Autrefois, pour faire un déménagement, il y avait 4 costauds qui prenaient des cartons et qui se cassaient le dos, il fallait descendre, puis il fallait remonter, puis il y avait le piano, on prenait 1 heure. Maintenant, ils ont des échelles automatiques, et ben voilà, et ils sont plus que 2, et ils ne se cassent pas le dos, et tant mieux, il leur faut que 2 jours de faire. Donc dans tous les métiers, il y a des gains de productivité colossaux. J'ai pris l'avion pour revenir de Florence, il n'y a plus que 2 personnes dans le cockpit. Avant, il y avait 3 personnes ou 4 personnes. Donc dans tous les métiers, grâce à l'intelligence, grâce aux ordinateurs, on a fait des gains de productivité colossaux. Et la plupart de nos chefs ont rendu hommage à Steve Jobs quand il est mort, donc il avait changé nos vies, mais en fait, ils n'ont pas intériorisé les gains de productivité colossaux qu'on a fait depuis 40 ans. Et déjà, Einstein, on s'est trouvé un ami, il ne fait pas partie, pour être honnête, du collectif. Pas comme on a enregistré, je ne voudrais pas laisser entendre que peut-être. Non. En fait, non, il n'a pas signé. Mais en 1933, Einstein avait fait un texte assez lumineux où il expliquait que la crise de 29 venait des gains de productivité. Cette crise est singulièrement différente des crises précédentes. Elle dépend des circonstances radicalement nouvelles, conditionnées par les fulgurants progrès des méthodes de production. J'explique que pour produire la totalité des gains de consommation dont on a besoin d'une fraction de la main-d'œuvre et que dans une économie libérale, ça donne du chômage. Et cette phrase qui est très belle, ce même progrès technique qui pourrait libérer les hommes d'une grande partie du travail nécessaire à leur vie est le responsable de la catastrophe actuelle. Einstein explique dans la suite du texte qu'il y a 3 choses à faire: baisser le temps de travail, diminuer la durée légale du travail, mettre en place un salaire minimum et réguler le commerce mondial. Mais déjà en 1933, Einstein explique que la crise vient du fait qu'on n'a pas été capable de tenir compte, de faire évoluer le contrat social pour tenir compte de la productivité. Or, la productivité, les gains fulgurants dont parle Einstein, les gains fulgurants de productivité, c'est ça. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il dirait à la même échelle. Donc j'ai vraiment fini dans 2 minutes.
Donc, vous voyez, pour la France, on dit que là, il y a encore eu un débat la semaine dernière parce que Jean-Marc Ayrault avait donné l'impression que sur le temps de travail, on allait rouvrir le débat. Et du coup, on nous a expliqué, mais non, le travail, c'est pas un gâteau qu'il faut partager, la droite est revenue à l'attaque, le MEDEF est revenu à l'attaque. De quoi on parle? Concrètement, les chiffres donnés par l'OCDE, c'est qu'en France, depuis 1970, la taille du gâteau, plus 150%. On a fait plus que doubler. Donc, le volume de richesse produite sur notre territoire, le PIB, c'est pas un bon indicateur. On peut passer la journée à dire pourquoi le PIB n'est pas un bon indicateur. Mais globalement, ça dit quelque chose. Le volume de production de richesse, de biens et de services faits sur notre territoire a plus que doublé, plus 150%. Mais du fait des ordinateurs, des robots, de l'information, on produit plus du double avec, il fallait en gros 43 milliards d'heures en 70 pour faire tourner l'économie, il fallait 43 milliards d'heures de travail humain, et il y en a besoin plus que 40 milliards. Donc on produit presque 3 fois plus, entre 2 et 3 fois plus, mais avec un peu moins de travail. Et alors qu'on a besoin de moins de travail, bonne nouvelle, on est plus nombreux à vouloir travailler. Ça devrait être des bonnes nouvelles. Globalement, on produit plus, donc il faut faire gaffe aux problèmes d'obésité, il faut faire gaffe aux problèmes d'environnement, il faut vraiment faire gaffe, mais globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, on n'a jamais connu une telle abondance. Deuxième bonne nouvelle, tous les boulots répétitifs, stupides ou dangereux, on essaye de remplacer l'homme et la femme par des machines. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et troisième bonne nouvelle, grâce aux femmes qui travaillent plus nombreuses, grâce aux bébés qui sont nés il y a 25 ans et qui deviennent adultes, on est plus nombreux pour faire le job. Donc si on était dans des pays moins coincés, ça devrait être 3 bonnes nouvelles. Et le problème, c'est qu'on est dans des pays assez coincés où le contrat social n'a pas évolué depuis 30 ans. En France, aujourd'hui, pour un temps plein, même Marisol l'a reconnu cette semaine, la durée réelle pour un temps plein en France est de 39,5 heures. On explique que la France est passée aux 35 heures, mais la durée réelle, en tenant compte seulement des heures sup déclarées, pour un temps plein, en France, on est à 39,5. Donc, en gros, la même chose qu'il y a 40 ans. L'emploi normal n'a quasiment pas changé. En gros, on est toujours entre 39 et celui ou celle qui a un boulot normal est entre 39 et 40 heures. Donc, la productivité, au lieu de profiter à tout le monde, elle amène sur un partage du travail qui est stupide, qui est un non-sens. Ou bien tu travailles plein pot, 39 ou 40 heures par semaine, ou bien tu fais 0 heure par semaine, tu es au chômage, tu fais 0 heure, ou bien tu galères avec un boulot à 10 heures ou à 15 heures. Donc c'est un partage du travail stupide, binaire, et les seuls qui en profitent, c'est les actionnaires, parce que quand vous avez un partage aussi binaire, les salariés ont la trouille, et du coup, c'est les actionnaires qui ont confisqué une bonne partie de la valeur ajoutée. Je vous dis qu'on n'est pas les seuls à vouloir relancer le débat. Aux États-Unis, on est très heureux parce qu'on a Robert Reich, on va le faire venir bientôt en Europe, soit à Bruxelles, soit à Paris, soit les deux. Robert Reich, qui est le grand ministre du Travail et du Militaire, qui a une super réputation aux États-Unis, qui explique depuis quelques mois, depuis le mois de mai, il a un bon nombre de ses articles, c'est sur la question du temps de travail. Il explique la question fondamentale qui est de mieux répartir les bénéfices de la révolution de la productivité. Une grande partie de la population est au chômage, on ne gagne plus de quoi vivre, tandis que l'essentiel des gains de productivité va aux 1% les plus riches. C'est pas très différent de ce que dit Roosevelt et Milton. Et donc il écrivait au mois de mai, la future seconde administration Obama, s'il y en a une, devra organiser une répartition plus juste des gains de productivité, une vraie réforme fiscale qui permettra de réduire le temps de travail sans baisser les revenus et de créer des emplois. Donc, le débat est en train de repartir aux États-Unis, c'est un sujet qui était tabou en Europe et aux États-Unis depuis longtemps, et la bonne nouvelle c'est que des syndicats européens veulent relancer le débat, et qu'aux États-Unis on a le meilleur ministre du Travail qui le dit. Bonne nouvelle aussi, je finis là-dessus, il y a déjà 400 entreprises en France qui sont passées à la semaine de 4 jours, donc c'est pas du pipeau, c'est pas une idée généreuse mais irréaliste. Il y a 400 entreprises en France, qui, à l'époque on avait réussi à faire voter la loi d'Europien, on avait créé un premier réseau qui se battait pour la semaine de 4 jours, on avait réussi à faire voter une loi qui permettait l'expérimentation. Et donc ça fait passer, vous connaissez en Belgique, une entreprise comme Fleury-Michon, qui fait du jambon, tous les dimanches avec les pistons, on fait du croque monsieur Fleury-Michon. C'est une entreprise où l'usine est ouverte 6 jours par semaine, l'usine crache du jambon, du surimi 6 jours par semaine, mais chaque salarié ne fait que 4 jours. Et il y en a qui sont en 2 x 8, il y en a qui sont en 3 x 8, il y a 25 organisations différentes entre les gens qui sont des commerciaux, les gens qui sont aux méthodes, à la comptabilité, ou bon, il y a des organisations différentes, mais tout le monde fait 32 heures en moyenne, et puis un roulement. L'usine est ouverte 6 jours par semaine, mais les salariés ne font que 4 jours, ils ont créé plus de 200 emplois. Maninova, je ne sais pas si vous connaissez, ils font des yaourts et de l'émental, c'est pareil, l'usine est ouverte 6 jours par semaine, mais chaque salarié ne fait que 4 jours, ils ont créé massivement des emplois, à chaque fois sans baisser les salaires. L'idée, c'est qu'on bloque le salaire, ils ont bloqué le salaire pendant 1 an ou 1 an et demi, et le financement, donc c'est souple, hein, c'est à la carte, c'est varié, mais globalement, tout le monde est passé à 32 heures, 4 jours. Comment on finance rapidement? Le principe de base, c'est dire, si l'entreprise passe tous ses salariés en moyenne à 4 jours, 32 heures, et si elle crée, c'est fondamental, 10% d'emplois en CDI, des vrais emplois, si elle embauche du monde, au moins 10%, elle arrête de payer des cotisations chômage.
8%. En France, il y a un système qu'on paye. Donc l'idée, c'est d'accumuler les dépenses des syndicats qui avaient lancé cette idée en France il y a 20 ans, de dire est-ce qu'on ne peut pas avoir une gestion plus active, plus intelligente des fonds qui vont au chômage. Parce que si une entreprise crée vraiment des emplois en changeant son organisation, des emplois qu'elle n'aurait pas créés par ailleurs normalement, est-ce qu'on ne peut pas utiliser une partie de l'argent du chômage? Concrètement, quand Fleury-Michon crée 200 emplois, ça fait en gros 150 chômeurs en moins. C'est pas mécanique, mais si vous créez 200 emplois dans une région, ça fait 150 chômeurs qui sont payés en moins tous les mois par Pôle emploi. Donc ça fait une très grosse économie pour Pôle emploi. Et ça fait 200 personnes qui cotisent en plus pour les caisses de maladie et les caisses de pension. Donc c'est les mêmes partenaires sociaux, donc il y a plus d'argent qui va rentrer dans les caisses de maladie et les caisses de retraite. Et donc c'est cet argent qu'on utilise pour quand même financer le chômage. Je ne vais pas être trop technique, mais ça marche. On a plusieurs économistes complètement indépendants qui ont refait des calculs et qui disent que oui, ça marche. Il ne manque pas 1 milliard dans le bouclage financier, dans le bouclage macro. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a 400 entreprises, une auto-école près de Rouen, une entreprise de charpente métallique à Bordeaux, une entreprise de logiciels à Annecy, une entreprise de publicité à Paris, une entreprise d'insémination porcine à Pau. Donc on a tous les métiers, donc c'est pas facile. Une entreprise qui vend des voitures à Draguignan et qui répare des voitures. Donc je ne vous dis pas que ça se fait en 3 semaines, hein. Il y a des problèmes d'organisation, il faut former des gens. Mais oui, c'est faisable, c'est un vrai chantier, mais c'est faisable et ça peut créer 1 600 000 emplois. Il y a une étude du ministère du Travail qui avait été faite en 1997 à partir des 400 pionniers et qui dit qu'un mouvement général vers les 4 jours, en France, créerait 1 600 000 emplois. Donc je finis en disant que ce serait aussi un changement de qualité de vie. Le DRH de Mme Innova, il me dit à chaque fois qu'elle n'oublie pas, il y a l'aspect création d'emploi, mais il y a un aspect qualité de vie au travail, parce qu'il me dit le plus intéressant, c'était enrichir le travail. Le directeur de l'usine passe à 4 jours, donc il donne une partie de son boulot au numéro 2. Donc, mais le numéro 2 passe à 4 jours, donc là on crée un poste de cadre. Et puis ainsi on cascade jusqu'à l'ouvrier. Le contremaître n'est pas là. Il y a des jours où le contremaître n'est pas là. Et quand le client appelle pour dire que Carrefour veut une palette de yaourt à la cerise pour samedi, on ne peut pas dire le contremaître est en RTT, rappelez la semaine prochaine. Sinon on perd le client. Donc on a formé les ouvriers de premier niveau pour qu'ils aient un boulot plus intéressant, qu'ils soient capables de répondre aux clients et qu'ils soient capables de changer la production. Donc ça a été un gros boulot, il a fallu 1 an de co-investissement en formation, ça s'est pas fait en 3 semaines, mais globalement, le contenu du travail s'est plutôt enrichi, c'est pas génial pour tout le monde, il y a encore des boulots un peu chiants, un peu répétitifs, de logistique, c'est pas... Mais globalement, on a plutôt enrichi le travail et on a fait baisser le stress. L'autre jour, je voyais le délégué du personnel qui me disait qu'il y a un bilan fait par le médecin du travail au bout de 12 ans chez Mme Innova. Le médecin du travail dit vraiment qu'il y a un impact sur la qualité de vie des gens, dans le travail et hors travail. Et puis le DRH me dit, ça change la vie de famille. Il me dit, tu sais, moi jusqu'à maintenant, je suis cadre, je faisais 50 heures par semaine. Je rentrais à la maison, j'étais crevé. Le soir, le week-end, il y avait les enfants. J'étais jamais tout seul avec ma femme, ou très peu. Et là, il y a 1 jour par semaine où avec ma femme, on va faire du canoë-kayak avec des copains. On adore les enfants, on les voit le week-end, mais il y a 1 jour où on est cool avec des copains, aller en mer, à faire du canoë. Et ça change tout, il y a un équilibre personnel. On a créé 200 emplois, c'est plutôt bien pour la société. On a créé 200 emplois, mais ça change la vie. Donc bonne nouvelle, je finirai en disant que, je vous l'ai dit au début, c'était un peu grave, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Si on a une vraie politique du logement, si on a une vraie politique au service des PME en séparant les banques de dépôt et les banques d'affaires, si on a une vraie politique sur les services publics, j'en ai pas parlé, si on a une vraie politique sur l'agriculture en tenant compte des problèmes de pollution et d'énergie, si on a une vraie politique sur le temps de travail, si on est capable de relancer, on peut créer bien plus rien qu'enfin de 2 millions d'emplois. Ça ne se fait pas en 3 semaines, mais en 4 ans ou 5 ans, on peut créer 2 millions d'emplois, on peut stopper l'hémorragie et recréer 2 millions d'emplois. Et si on crée 2 millions d'emplois, ça veut dire qu'il y a 2 millions de familles qui vont vivre complètement autrement, et avec un vrai revenu, et que pour l'ensemble des salariés qui avaient la trouille aujourd'hui, qui ne pouvaient pas négocier le contenu du travail, qui voyaient le stress augmenter, qui voyaient les revenus diminuer, si on crée 2 millions d'emplois, ça va tout changer pour la négociation dans le marché du travail. Il y a plein de salariés qui vont dire à leur patron, écoute, je t'aime bien, mais ça fait 8 ans que tu ne m'as pas augmenté, et là j'ai trouvé 3 postes qui m'intéressent, donc ou bien tu m'augmentes, ou bien je vais voir ailleurs. Donc ça change complètement l'équilibre, ça ne règle pas tous les problèmes, il y a encore des chômeurs, mais on peut s'arranger pour qu'ils ne soient pas au chômage trop longtemps, qu'ils ne tombent pas plutôt dans la pauvreté, et ça change tout. Voilà, le but, celui d'Edgar Morin, la métamorphose ou la mort, il faut choisir. Ben, nous on a choisi, on a envie de faire bouger les choses, et je pense que notre avenir est entre nos mains, c'est le but de Roosevelt 2012. Merci.